Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait une vidéo. Eh bien, cette semaine, nouvelle vidéo. Alors, je suis tombé un petit peu par hasard sur une story de Brian que je vais te présenter maintenant, qui est tout simplement un développeur freelance qui a décidé de s'expatrier à Dubaï. Et comme j'aime bien ce type de profil, je sais que ça intéresse pas mal de monde dans mon audience, et bien je me suis dit que le mieux, c'était peut-être de partager son expérience, qu'il nous partage plutôt son expérience. Donc j'ai décidé de l'interviewer. C'est parti, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Il nous file un tas de tuyaux sympas. Salut Brian, comment ça va? J'ai vu cette semaine que tu avais partagé sur les réseaux sociaux que tu emménageais, que tu t'expatriais à Dubaï et que tu avais ouvert une chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai décidé de te contacter. Ça fait longtemps qu'on avait déjà été en contact. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui pour faire cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté pour les personnes qui te découvrent sur cette chaîne? Salut Mike. Écoute, moi c'est Brian, j'ai 26 ans et je suis développeur d'applications mobiles freelance. Et en fait, je me suis lancé en freelance depuis 2021. Donc, Super. je suis passé par ta formation pour devenir freelance. On était en Yes. contact à ce moment-là. Et donc là, ça fait 2 ans. 2 ans après, j'ai décidé de partir sur Dubaï parce que j'avais toujours cette vision de partir à l'étranger, vivre à l'étranger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur Dubaï, quoi. Super, très, très, très intéressant. C'est très bien que tu signales aussi que tu es passé par le système freelance. Plus cette semaine, on réouvre les portes du système freelance. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû te voir déjà, puisque tu sais, tu es sur la page de vente, tu fais un témoignage. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont dû voir le petit témoignage que tu as fait sur la page de vente. Et donc voilà, pour les personnes qui ne seraient pas Ok. habituées ou qui peut-être n'ont pas fait attention, bah oui, c'est Brian qui est sur la page de vente et qui nous fait un petit témoignage. Donc comme j'ai vu, voilà, tu étais parti à Dubaï et qu'on est quand même sur une chaîne de développeurs, bien sûr, une chaîne de développeurs aussi de freelance. Et aussi, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ce qui est nomadisme, digital nomade, expatriation, etc. Et donc, ça va être un petit peu le sujet de cette interview, parce que moi, j'aime bien les profils comme toi, les profils des personnes justement qui ont réussi à passer ce cap-là et à partir vers des chemins un petit peu différents. Alors, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Pourquoi Dubaï? Alors, pourquoi Dubaï? C'est tout simplement le style de vie. Il y a du soleil tout le temps, il y a la plage, la fiscalité, voilà, on va pas se mentir. Et c'est hyper accessible au niveau des visas, c'est assez facile par rapport à d'autres pays. Donc, pour plein de raisons, en fait, et en plus de ça, il n'y a pas un gros décalage avec la France. Donc, c'est assez facile de retourner en France aussi. C'est assez facile d'aller en Asie. On est un peu au milieu entre l'Europe et l'Asie, quoi. Donc, pour plein de raisons, en fait. Et Alors, ouais. ouais, Ouais, c'est vrai que Dubaï, justement, je suis désolé, je t'ai coupé. C'est vrai que Dubaï, on est idéalement situé. On fait ça à pas de enfin, Paris, Dubaï, c'est quoi, 6 heures, ça se fait assez rapidement. Dubaï, Bangkok, c'est pareil, c'est 6 heures. Tu peux aller à ouais. Bali, pourquoi 10, 12 heures, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment bien situé. Il n'y a pas trop de décalage horaire en plus, hein, il me semble. Avec la France, tu as quoi? Tu as quelques heures? Actuellement, on est à plus 2 heures avec Plus de l'heure 2 heures. d'été. Ok. Et en heure d'hiver, c'est plus 3 heures. Ok, Donc, donc c'est c'est vraiment pas grand-chose, quoi. c'est assez facile, enfin assez simple, hein, 2-3 heures, c'est pas trop compliqué comme certains. Bali, c'est déjà, tu vois, on est à 8 heures ici, c'est un petit peu plus Ouais. compliqué en termes de décalage horaire. Alors, ce que je vais faire, j'aimerais reprendre un peu depuis le début. Alors, à la base, tu es développeur, c'est Mm. ça? Depuis combien de temps tu es développeur? Donc, à la base, je suis développeur en 2018. Donc, j'ai commencé à être développeur en 2018. Donc, moi, j'ai fait un BTS informatique. Ensuite, j'ai fait Ouais. une licence pro. Et ensuite, à travers cette licence pro, j'ai fait un stage dans une agence web. Et c'est là que j'ai commencé à être développeur mobile sur la technologie Xamarin. Donc, j'ai fait un stage qui a duré 4 mois. Ensuite, j'ai signé un CDI là-bas. Mhm. Au final, je suis resté 3 mois au bout de la période d'essai. Ils n'ont pas voulu me garder parce qu'au final, voilà, ça allait pas trop. Ils voulaient quelqu'un de plus senior. Du coup, j'ai changé de boîte. Je suis allé dans une boîte qui est beaucoup plus proche de chez moi. Donc, je vivais chez mes parents. Et j'ai travaillé pendant environ 2 ans dans une autre boîte. Donc, toujours sur du développement mobile.
Xamarin, c'était ma spécialité. Là, il y avait une petite subtilité, c'était du Xamarin Forms. Avant, Mhm. c'était du Xamarin Native. Donc, j'ai appris aussi cette nouveauté-là. Et je suis resté dans cette boîte pendant environ 2 ans. Et en fait, c'était le moment du Covid que j'ai quitté la boîte, donc en novembre 2020. Mhm. J'ai décidé de quitter cette boîte pour me lancer en freelance. Yes. Pourquoi je me suis lancé en freelance? Parce que j'avais toujours cette image de nomade, digital nomade, partir loin, etc. Ça m'a toujours attiré. C'est pour ça que je me suis lancé en freelance de base. Mhm. Et donc, après m'être lancé en freelance, j'ai mis 5 mois à trouver un gros client. Donc, ensuite, j'ai trouvé un client qui s'appelle Infomil. Et en fait, c'est la filiale informatique du groupe Leclerc. Donc, j'ai D'accord. travaillé sur les applications Leclerc Drive et mon Leclerc. Et donc, le truc, c'est que pour ce client, j'ai dû être sur site. Donc, c'était une mission en régie. Donc, j'ai dû aller sur Toulouse. Moi, de base, je suis originaire de la Lorraine. Donc, j'ai déménagé à Toulouse. Je suis resté là-bas pendant 1 an et demi. Et donc jusque fin d'année 2022. Et c'est là où j'ai décidé, j'ai dit, OK, ça y est, j'en ai marre d'être sur place. Ça y est, j'ai assez d'expérience. Je tente l'aventure à l'étranger, quoi. Top. Alors, excellent, 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 parce que c'est vrai que tu as fait quelque chose d'assez remarquable qui est, je pense que maintenant, il faut être relativement mobile. Donc, t'as fait l'effort. Il y a parfois, il y en a qui restent bloqués à cause de ça, du fait de ne pas trop vouloir bouger de leur région et attendre la fameuse mission miracle un peu en remote, etc. Et c'est vrai que moi, ce que je dis souvent, j'ai des personnes en coaching, etc. Et je dis, ben, si à un moment, tu dois passer pendant une petite période dans un autre endroit, comme toi tu l'as fait à Toulouse, etc. Mon frère l'a fait à Paris, etc. Pour justement rentrer un peu dans le bain, avoir les premiers clients, monter en compétences, être de plus en plus, on va dire, à l'aise avec cet environnement-là. Je pense que c'est important de le faire. Je pense que tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu as toujours eu ce projet d'être développeur, freelance et nomade. Mais tu Ouais, sais que faire tout en même temps du premier coup, c'est peut-être un peu compliqué et qu'il faut faire les choses étape par étape. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de faire. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que, d'ailleurs, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je le dis, voilà, c'est officiel. Tu sais que tu es le client numéro un, le premier du système freelance. Ça veut dire que ouais, j'avais lancé cette formation, ce programme pour accompagner les développeurs à passer freelance. Le lundi, je me souviens, j'envoie le mail, le premier mail, et première personne qui passe commande, c'est toujours une émotion un petit peu particulière. Eh bien, c'était toi. Je ne sais plus combien de temps, au bout de combien de temps tu as attendu, mais c'est arrivé assez relativement rapidement. Non, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ouais. En fait, moi, j'avais suivi ton annonce et en fait, c'était le super bon timing pour moi d'avoir cette formation-là. Et c'est pour ça, en fait, donc j'ai vraiment suivi et le lancement. Et quand j'ai vu la description de ta formation, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, j'ai dit, OK, c'est bon, je prends la formation, je me lance. cool. En C'est tout comme cas, je ça te que ça s'est remercie parce passé, que quoi. ça fait toujours plaisir ça fait toujours peur, voilà, quand tu lances un produit, un programme, quelque chose, tu dis, bon, et qui va être le premier client? Bon, bah, tu es l'heureux élu. Ouais, Et c'est important de rappeler aussi quelque chose, comme je le disais précédemment, c'est que, bah, tu vois, le programme, je l'ai déjà lancé en 2020 ou 2021, enfin, ça date un peu. Là, je t'interviewe aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Et donc, c'est intéressant de voir que ton parcours, c'est pas fait comme ça, boum, comme on veut le faire croire du jour au lendemain, et tu as pris le temps de faire les choses sereinement, etc. Donc, si on reprend un petit peu le fil, donc tu étais en CDI, boum, tu as décidé de passer freelance, donc tu as rejoint le programme, donc ça t'a aidé à trouver ton premier client, mais pas encore en 100% nomade, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, je connaissais rien sur le freelancing. Et vraiment, cette formation, elle m'a aidé à comprendre comment ça marche. Il y a plusieurs types de freelance, il y a plusieurs types de clients, comment se positionner, aussi par rapport au contrat, la facturation. Donc, il y a plein de trucs en fait que je connaissais pas, où j'ai appris avec cette formation et j'ai démarré à partir de la formation là, quoi. Et oui, Super. Alors, ouais, ça s'est alors fait en plusieurs étapes.
Plusieurs étapes. Ouais. Alors, c'est intéressant. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont un petit peu dans ton cas et qui se disent, bon, OK, comment ça marche? La facturation, les clients, les types de clients, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé? Donc, tu connaissais pas grand-chose, mais comment ça fait? Donc, tu as signé un contrat, comment tu as facturé? C'était en régie, au forfait, au TJM? Nous, on veut savoir tous les détails ici. Comment ça a marché? OK. Bah, en fait, c'était en régie. Donc, en fait, par rapport à mon profil, par rapport à la technologie que j'avais, en fait, je suis un profil qui attire les entreprises en régie, quoi. C'est-à-dire D'accord. que, en Donc, fait, tu as été il y a contacté plein de par une recrues. ESN, c'est ça? Ou Voilà, pas? c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que moi, typiquement, il y avait plein de SN qui me contactaient pour essayer de me placer. Et en fait, au début, effectivement, au début, moi, je voulais pas quitter forcément ma région. Et du coup, ça m'a fermé des portes au début. Il y avait des missions, Lyon, Paris, etc. Au début, je voulais pas. Après, je me suis rendu compte que dans ma région, il n'y avait pas d'offres. Je me suis dit, OK, maintenant, je suis prêt à partir n'importe où pour trouver la mission. Et donc, à partir du moment où j'ai fait ce switch, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités. Et il y avait des missions sur Paris, sur Lyon, j'avais plusieurs possibilités et une mission sur Toulouse. OK. Et donc, moi, à choisir, je choisis le sud de la France. Et en plus, c'était un client, c'était le meilleur client que je pouvais avoir. Donc c'est comme ça que j'ai choisi ça. Et en fait, toutes ces opportunités, je les ai eues à partir du mois de mai. C'est venu d'un coup, en fait. Une fois que ça se Avant ça, débloque, après, hop. ouais. Avant ça, c'était compliqué parce qu'en fait, je suis spécialisé dans une technologie où il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a très peu d'offres. Mais quand il y a une offre, il y a de fortes chances que je suis sélectionné parce il y a forcément peu de développeurs. D'accord. Ouais, tu es très niché sur du. C'est vrai que c'est pas très très connu. Bon, c'est quand même connu, mais c'est pas non plus voilà, le truc très mainstream. On va dire Xamarin, comment on dit Xamarin? C'est pour Ouais, faire c'est ça. du web mobile. Cool, intéressant. Petite question comme ça, Toulouse, ça t'a plu? Moi, je connais un petit peu Toulouse, c'est Ouais, quand même une ville sympa. ouais, franchement, c'était top. Moi, je connaissais pas du tout, j'ai tout découvert. Et franchement, Yes. la ville, elle est vraiment top. Les gens, ils Et, sont et ton super. client, il était dans quel coin, les bureaux et tout? C'était, comment ça s'appelle encore? Moi j'habitais à Saint-Martin-du-Touche, Je vois un peu. Ouais. Basso-Combo, ouais. Basso C'était à Combo, ok, Basso-Combo. cool. Cool, je vois un peu où c'est. Il y a un métro même, il me semble, tout ça là-bas, de mémoire. Il y a un métro qui est pas loin, ouais. Ouais. Cool. Alors, comment ça s'est passé ton premier jour? Raconte-nous un peu le premier jour dans ta mission. Finalement, parce que tu sais, parfois, on se dit, ouah, un développeur freelance, c'est un mec différent, hein. C'est pas le même développeur qu'un développeur en CDI. C'est deux espèces à part, deux espèces distinctes. Ouais, C'est pas c'est du ça. tout les mêmes. Il y en a un, il est normal, et il y en a un, c'est Dieu, il est super intelligent. C'est ça, d'après ce qu'on entend. Alors, peux-tu nous dire, voilà, ta première journée de développeur freelance, est-ce qu'il y a beaucoup de changements avec un développeur, j'ai envie de dire, salarié? Alors non, c'est là où on comprend comment ça marche. C'est une fois qu'on est sur le terrain, on voit. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais travaillé pour un gros client. Donc, j'ai jamais été vraiment en régie, quoi. Donc Mhm. là, j'étais dans une équipe où il y avait, je sais pas, 8 développeurs. D'accord. Parmi les 8 développeurs, tu avais des développeurs qui étaient employés dans une ESN. Tu avais t'avais des développeurs qui étaient freelance dans une ESN. Tu avais des développeurs qui étaient employés chez le client. Donc voilà, en gros, tu as Relativement classique, j'ai envie de dire. trois types de développeurs. Et Yes. finalement, la différence entre un développeur freelance et un développeur employé par une ESN, il n'y a pas de différence. Pour le client, il sait même pas en fait que tu es freelance. Il est même pas censé savoir que tu es freelance. Le client, il va juste facturer l'ESN. Donc, que tu sois employé ou freelance, ça le regarde pas, à la limite. Ouais. Donc, finalement, les conditions de travail, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, par exemple, ceux qui étaient employés en interne, ils devaient respecter genre 37 heures et demie. Ceux qui étaient employés en ESN, ils devaient faire 35 heures. Et ils n'avaient pas de suivi, ils n'avaient pas de badge. Donc, de la même manière que les freelances n'ont pas de badge, quoi.
Donc Yes. vraiment, Donc voilà, on c'est se rend compte, relativement la même chose. Tu es employé avec eux. Alors, ça change un petit peu quand tu es au forfait, que tu travailles tout seul dans ton coin, mais c'est ça. pour tout ce qui est régie, voilà, tu es comme un employé. Tu n'es pas plus intelligent ou moins intelligent, tu es juste t'es un développeur avec ton niveau actuel et tu te places sur le marché. Là où peut-être ça change, effectivement, c'est avant de démarrer la mission, ça veut dire trouver, comme tu disais, il faut trouver le client, il faut trouver, savoir les bonnes méthodes, savoir se positionner, etc. Et c'est vrai que c'est tout ce qui se passe avant qui est compliqué. Mais une fois que tu es dedans, après, tu es développeur de manière classique, quoi. Ouais, c'est ça. Cool. Et donc, du coup, après, donc ça, cette mission, elle a duré 1 an. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Tu t'es intégré dans l'équipe? Est-ce que, en termes Ouais. de challenge, est-ce que tu as progressé techniquement? Tu es monté en Mm. compétences et tu as pris confiance, en fait? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, en fait, c'était un contrat de 1 an direct. Au Ah départ, non. c'était 6 mois. Ah, ils Ouais. t'ont pas fait un 3 mois renouvelable, là, comme ils font à chaque fois, non? Alors, de base, ils m'ont fait un 6 mois renouvelable. 6 mois renouvelables, ouais. Ok. Et moi, j'avais demandé 400 euros de TJM. Ouais, Et en cool fait, pour démarrer. ils ont baissé mon TJM et ils ont remonté la durée. Ils m'ont proposé, OK, on te fait un contrat d'1 an pour 375 euros de TJM. Ouais. C'est vrai que parfois on Et négocie ça. C'est-à-dire si c'est plus voilà. long, on peut jouer, ouais, effectivement. Donc, du coup, j'ai accepté. Et après les 1 an, ils m'ont prolongé 6 mois, donc 6 mois renouvelables. Et je suis resté 6 mois. J'ai augmenté mon TJM de 20 euros. Donc, je suis passé à 395 euros. Mhm. Et donc, je suis resté 6 mois et après, je suis parti. Ok, Et donc après, voilà. quand tu émettais des factures, c'était des factures quoi? Du coup, tu faisais 20 jours à peu près en moyenne, ouais, classique, du lundi au vendredi, Ouais, d'une vingtaine de journées, ça te faisait des factures à quoi à peu près à ce tarif-là? C'est dans les 7000, 7 000, euros, entre 7 et 8 000 euros, 7 et 8 000 euros par mois de facturation. Après, bien sûr, on rappelle, c'est du chiffre d'affaires derrière, il faut payer les bien impositions, tout sûr. ça. Mais voilà, on est quand même sur des choses qui sont assez sympas. Ensuite, donc tu disais, ça a duré 1 an, tu as pris confiance. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc après, tu demandais comment ça s'est passé, ton intégration, Ah oui, etc. oui, c'est ça ma question, Ouais, pardon. Tu fais bien de me rappeler. ouais. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai été très vite intégré et c'est super intéressant parce que tu es avec des développeurs qui sont très expérimentés. Il y en avait un qui était un expert dans la technologie, donc c'était le lead dev, donc qui avait plus de 15 ans d'expérience. Et c'est super intéressant d'apprendre de ces personnes-là, quoi. Et ça m'a permis de monter en compétences énormément parce qu'on a un, un travail sur le code qui est fait, d'optimisation du code, etc., qui est fait. On a le temps, en fait, de faire du code, du bon code, alors que mes entreprises précédentes, où c'est des plus petites boîtes, où ils veulent du résultat plus rapidement, ben, on n'a pas forcément le temps d'appliquer les bonnes méthodes, de faire du bon code. Et donc là, ça fait vraiment du bien, quoi. Mhm. Et Oui, même ouais. en termes de conditions de travail aussi, c'est top, quoi. Il n'y a pas de pression, on est autonome, on nous fait confiance. Donc, c'est vraiment super enrichissant. Est-ce que tu trouves que c'est un boulot précaire? Parce que souvent, tu sais, quand tu dis aux gens, oh, on lui a fait un contrat de 6 mois renouvelable. Ouah, est-ce que tu t'es senti en mode précarité? J'ai peur du futur, je me sens pas bien, tu vois un peu la question, quoi, parce que c'est le truc qu'on Ouais. entend. Oui, freelance, un peu précaire. Voilà, on n'est pas sûr du lendemain, vaut mieux être au chaud, en CDI, tout ça. Et comment tu t'es senti, toi, Alors, personnellement? c'est pas du tout le cas en régie. Parce qu'en régie, comme on a dit précédemment, c'est un peu comme si tu étais employé. Et en fait, les clients, ils ont besoin vraiment du long terme. Donc, eux, ils ne trouvent pas en fait de développeurs qui sont experts dans une techno. Ils veulent que tu restes, quoi. Par exemple, ce client-là, je pouvais rester, si je voulais, je pouvais rester plus de 2 ans. De base, ils avaient des conditions de dire, OK, les freelances, c'est pas plus que 2 ans. Enfin, les externes, c'est pas plus que 2 ans, quoi. Et en fait, non, c'est une règle, mais finalement, ils l'appliquent pas parce qu'ils voient Mais que tu sais c'est pourquoi il y a cette règle, d'ailleurs? C'est Qu'est-ce ouais, qu'ils t'ont qu'est-ce qu'ils t'ont c'est dit, pour eux? éviter. C'est pour éviter que tu sois considéré Voilà. comme Parce que ah,
comme tu allais dire, comme salarié, salarié déguisé ou derrière, ils aient des poursuites, des problèmes, des problèmes de travail dissimulé, des choses comme ça. Mais en réalité, s'ils pouvaient te garder même 10 ans, payer 7 000 € par mois pendant X temps, ils le feraient parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre comme toi, de la main-d'œuvre qualifiée. Ils le font pas parce que il y a des réglementations, ils veulent pas derrière avoir des problèmes. Mais en fait, voilà, ils le feraient s'ils pouvaient, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, donc la question, non, on se sent pas précaire du tout. Après, attention, je parle des clients en régie. Donc, Oui, au c'est forfait, c'est plus. au forfait, Au forfait, forcément, c'est tu plus repasses dans compliqué. une période de négociation, de retrouver des clients plus fréquemment. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber justement sur des petits clients. Moi, ce que j'appelle aussi le piège du WordPress, c'est-à-dire tu fais ton petit WordPress à 1 000 € et tu tournes toutes les 2 semaines, tu dois essayer de t'en trouver un pour générer 2 000 – 3 000 balles en freelance. Enfin, ça, c'est le truc à éviter effectivement et tu fais bien de le rappeler effectivement. Ouais. Cool. Alors, j'avais une autre question en tête, elle m'est partie. Elle est partie. Bon, elle va peut-être revenir. C'était lié au fait il y avait le côté précaire. Et bon, moi, je vais partir sur la suite de la question, qui était donc un peu si on suit le fil. Tu es resté une année chez eux, c'est ça à peu près? 1 an et demi. Un an et 1 an et demi. 6 mois. Donc, tu es bien monté en compétences, tu as fait l'effort de bouger. Et après, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, le Covid, j'imagine qu'entre-temps, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc tu n'avais pas trop le choix de bouger non plus. Mm. En fait, dans ma tête, c'était je reste 2 ans chez ce client et ensuite je pars. Après, en termes de contrat, on se positionnait à la fin d'année 2022. Donc, je me suis dit, bon, pour commencer, j'ai pas envie de commencer mon expatriation au milieu d'année. Je préfère commencer direct début d'année, quoi. C'est plus par rapport à ça, parce que je voulais pas faire plus je voulais pas prolonger encore d'1 an. Voilà, ça fait trop longtemps que j'attends de De pouvoir partir. partir. Et, Et qu'est-ce c'est pour qu'ils ça ont que dit? Ouais, dis-moi, pardon, je te coupe, continue. Ouais, non, vas-y. Parce qu'il y a Je- il y a un petit délai, donc du coup, ça télescope. Alors oui, je disais, qu'est-ce qu'ils ont essayé parce que souvent, on sait qu'il y a la règle des 2 ans, mais en même temps, c'est jamais le bon moment parce qu'on n'a jamais trouvé le bon développeur qui pourra te remplacer. Donc, on essaie de grappiller 5 – 6 mois, des choses comme ça. Non, ils n'ont pas essayé de te garder un petit peu plus. Non, ils ont été. Euh, alors non, j'ai eu mon entretien avec le chef et lui, il m'a dit que voilà, il comprenait que voilà quoi, ils s'attendent quelque part parce qu'ils savent que on est freelance, qu'on peut partir à tout moment. Donc il n'a pas essayé de me retenir. Ouais, il m'a dit ouais, c'est ta décision quoi. Donc ils n'ont pas essayé de me retenir quoi. Ils Très ont bien. compris ma décision. Ouais, alors, c'est vrai que tu t'as dit quelque chose. Tu as dit on est freelance, on peut partir à tout moment. Et c'est vrai on a l'impression comme ça que c'est un peu le Far West, on est freelance. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette contrainte du CDI qui fait qu'on ne peut pas se barrer. Il y a un préavis, machin, tout ça. Il y a quand même, ça dépend des contrats. Est-ce que tu as une petite période quand même de préavis? Je pense que c'est un peu courant dans les contrats en régie. Ouais, je crois que c'était 3 mois. Il y a quand même 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup. Non, souvent, on fait souvent un mois. Ouais, c'est vrai que 3 mois, Et il me semble que c'est c'était long. trois Ouais, mois parce pourquoi que pas. hmm. Ouais. Ok. Cool. Intéressant. Et donc, du coup, tu t'es dit, voilà, on ne va pas s'expatrier en plein milieu, mais voilà, un début d'année. Donc, ça s'est fait quand cette expatriation? Alors, je suis parti en janvier, donc janvier Mhm. 2023, et j'avais préparé du coup cette expatriation au moins 8 mois avant, quoi. J'avais bien réfléchi, quelle destination, où partir, que, comment faire, etc. Donc en fait, Alors, ce que j'ai fait, j'ai vu ta vidéo qui donne ah un petit peu des conseils, etc. Donc, pour les personnes qui voudraient découvrir ta chaîne, est-ce qu'elle a un nom, ta chaîne? C'est ton nom ou t'as mis un nom particulier? ouais, donc j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Brian Lifestyle, Yeah. où en gros, je vais partager mon expérience d'expatriation à Dubaï. Mhm. Donc ma première vidéo, c'est pourquoi j'ai choisi Dubaï, quoi. Ouais. Et Et je vais d'ailleurs, essayer n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Brian, allez vous abonner, faites péter le compteur d'abonnés, ça peut être sympa. Alors, c'est plutôt une chaîne un peu
On va dire comme ça, tu fais ça parce que justement, ça peut aider du monde ou tu as une intention derrière, tu as envie de la développer? C'est quoi la fréquence de la chaîne? Ouais, en fait, je compte faire une vidéo par semaine Cool. où donc c'est soit des vidéos face cam où je vais donner des conseils, où je vais parler de Dubaï en général, ou soit des vlogs où je vais partir dans des endroits, faire découvrir aux gens. En fait, l'idée, c'est je veux faire une chaîne de divertissement. Je veux pas un truc technique où j'apprends du code, etc. Ça m'intéresse pas. Je veux vraiment faire un truc à côté, quoi, Mhm. pour, C'est à la fois pour du divertissement. divertissement et je vais appeler ça Et, éducationnel un peu, parce que enfin, franchement, ouais, moi personnellement, tu vois, je n'ai pas trop de contenu dédié sur l'expatriation, etc. Mais les gens voient que je suis à Bali et forcément des questions sur ouais, mais comment tu as fait, mais machin. J'imagine que toi, c'est des questions qui vont arriver assez souvent, puisque voilà, les gens, ils ont. En fait, tu as énormément de monde, et je pense que tu peux le comprendre, qui ont cette envie dans un coin de leur tête, mais qui n'osent jamais franchir le pas parce que bah voilà, ça fait peur, ça peut être compliqué, les visas, les machins et tout ça. Et finalement, mm, il y a un public derrière pour ça. Toi, c'est ces gens-là que tu as envie de, comment dire, c'est pour eux que tu as envie de faire ouais, du c'est contenu ça. pour leur montrer comment ça marche, comment toi, tu as réussi à le faire, comment on peut faire, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est montrer que voilà, si vous avez envie de vous partir dans un pays, vous pouvez le faire et regarder mon expérience, regarder comment ça marche pour moi. Je vais partager en fait un peu, je vais dire voilà, j'ai trouvé ce client-là, euh, j'ai mis temps et temps à trouver comment ça marche le freelance à Dubaï, parce que c'est très différent de la France par exemple. Donc je vais donner plein de conseils et tout de comment réussir en fait son expatriation, quoi. Super, super. C'est vrai que c'est des choses, les gens se demandeurs de ça. Alors, allez, on va être un petit peu cliché. Alors, tu vas à Dubaï pour être un influenceur qui vend des produits dropshipping, je sais pas quoi. Ça, tu vois, est-ce que tu peux nous parler de Dubaï concrètement? Parce que ça, c'est le cliché qu'on a un petit peu de la France. Ouais, ces influenceurs en Lamborghini qui escroquent Ouais. des pauvres gamins en dropshipping, nanani, nanana. Concrètement, ça fait un petit moment que tu y es. Est-ce que tu peux nous dire un peu la réalité de Dubaï? Comment c'est? Ouais. Du coup, dans cette chaîne, ça c'est aussi ça le but, c'est d'arrêter ces clichés sur Dubaï. C'est, je vais essayer de contredire un peu tout ce qu'on dit sur Dubaï parce que c'est vraiment pas vrai. Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que il y a 90% d'expatriés à Dubaï, que la majorité de la population à Dubaï, ce sont des gens qui viennent de pays pauvres. Et du coup, finalement, les gens qui sont riches, les millionnaires, les milliardaires, etc., ça représente une infime minorité. C'est juste qu'on voit forcément, on voit les voitures, etc., dans la ville, etc., les appartements et tout. Forcément, c'est visible. Mais derrière, il y a une population qui tourne et cette population, elle est majoritairement issue de pays pauvres. Et ils viennent à Dubaï pour mieux réussir leur vie. Et si ça se passe globalement, ça se passe bien. Moi, les gens que je rencontre, ils sont contents d'être là, ils sont en sécurité, ils gagnent bien leur vie, ils vivent leur meilleure vie en fait. C'est Hop. ça la réalité, quoi. Super, super intéressant de voir ça. C'est vrai si tu regardes les clichés, on voit que des gens en Lamborghini. Et puis finalement, bah voilà, il y a plein de personnes de partout. Moi, je connais plein d'Indonésiens, par exemple, qui sont allés travailler à Dubaï ou de Mm. plein d'autres pays. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Les gens qui se disent, OK, moi, je vais aller à Dubaï. Là, comment je fais? Il me faut un visa, il me faut un logement, combien ça coûte, tout ça. On veut savoir. Allez, parlons Ouais. un visa, par exemple. Comment tu obtiens ton premier visa en tant que Français, là, tu veux démarrer? Alors, par rapport au visa, donc on va parler en tant que freelance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma société à Dubaï. Mhm, En créant ma société à Dubaï, j'ai un visa. En fait, j'ai un visa. En fait, en gros, la société, c'est freelance. mhm. C'est une licence freelance. Et je suis general manager de cette société. Donc, c'est OK. comme si j'étais employé de cette société. Et le fait d'être employé de cette société, j'ai le droit à un visa de résident. OK, Donc, super. c'est un visa de résident de 2 ans qui est renouvelable. Et en fait, il est, en fait, à partir du moment où tu payes tes frais de société, ben,
tu peux rester dans le territoire, ton visa sera renouvelé. D'accord. Et Mais non, c'est dépendant d'un montant, d'un chiffre d'affaires, d'une imposition, d'un machin, ou juste le fait d'ouvrir la société avec, bah, tu payes les frais d'ouverture de société, ça te donne automatiquement droit. Comment ça marche? Comme ça? ouais, c'est ça, le fait de créer, de payer sa licence, ça te donne ce droit-là. Et créer une société à Dubaï, ça coûte très cher relativement. En tant que freelance, il faut compter dans les 5 000 euros pour créer sa société et avoir son visa de résident, quoi. Donc, tous les ans, il faut payer 5 000 euros. Tu as 5 Enfin, 000 euros ouais, chaque année. tous les ans, chaque année, pour renouveler sa licence d'entreprise. Et moi, en fait, des fois, le gouvernement, ils font des offres. Et moi, j'ai eu une offre où j'ai eu le visa gratuit à vie. En fait, des fois, ils font des offres, ils font, si tu es freelance, si tu prends la licence de freelance à cette période-là, tu obtiens le visa gratuit à vie. Donc, Et- on verra si c'est vrai, si ça va tenir, quoi. Ok, Et du coup, je super. suis passé par une agence francophone qui est basée ici. Et c'est eux qui m'ont aidé à tout faire. Moi, j'ai rien eu besoin de faire. On peut Intéressant. les citer, hein, c'est Mage. Ils s'appellent Mage. Ok. Et ils sont vraiment géniaux. C'est eux qui m'ont aidé à faire tout de A à Z, On quoi. mettra un lien affilié pour gagner de l'argent, bien sûr, sous cette vidéo. Je déconne. Mm. Non, ok, pas de souci. Donc, c'est cool. Donc, du coup, tu as ton visa. Certes, j'ai envie de dire, c'est un montant, mais derrière, si on parle de comment ça marche, alors, tu n'as peut-être pas encore fait une année complète en termes d'exercice, de machin, de déclaration, mais est-ce que tu sais à peu près si on part sur, allez, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, reprenons déjà. Est-ce que tu as le droit de travailler avec des clients français? Bien sûr. Voilà. Est-ce que et donc, si tu fais du chiffre d'affaires sur, donc, disons, comme ça, des clients, disons, à l'étranger, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde, comment ça se passe en termes d'imposition à Dubaï? En fait, à partir du moment où tu es résident fiscal à Dubaï, ben, c'est bon, tu n'as plus rien à voir avec la France. Il Mhm. n'y a pas d'imposition, c'est 0%. Peu importe le chiffre d'affaires que tu fais. Récemment, il y a un impôt qui va arriver qui est de 9%. Et cet impôt-là, il sera sur le chiffre d'affaires. Si jamais tu dépasses 100 000 euros de chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires a été réalisé dans le territoire des Émirats arabes unis. Donc, ce qui ne concerne pas si tu travailles avec des clients français, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok, donc si je comprends bien, tu es développeur, Xamarin, tu as un client en France, tu travailles, tu as un TJM de 375-400, tu travailles 11 mois dans l'année, tu prends quand même des vacances, ça te fait quoi, 80-90 000 euros dans ces eaux-là. Mm. Tu as 80 000 euros qui sont pour toi. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est Ok. ça. Euh, Après, il faut être résident fiscal. Oui. Il faut être résident fiscal, il faut rester au moins donc 6 mois Ouais. dans le territoire, avoir 6 mois de logement, etc. À partir du Ce moment où que tu es tu résident devrais fiscal, faire voilà. normalement, qui devrait découler là, parce que si tu es arrivé, enfin, je ne sais pas quand est-ce que tu as fait l'expatriation, mais il faut attendre les 186 jours et puis après, ça C'est va se faire, ça, ouais. va falloir que tu déclares le truc, machin, tout ça. Mais si on part du principe que ça y est, tu Bien as fait sûr. le switch, tu es plus résidence fiscale français, ok. Est-ce que tu te sens mal par rapport à ça? Puisque c'est vrai que ah bah, le truc qu'on entend, c'est ces enfoirés, ne payent pas les impôts comme nous en France. Bah, c'est vrai, moi le truc que j'entends, c'est voilà, tu es développeur freelance en France, disons, tu es facturé, tu as 8 000 euros, 10 000 euros, l'État te prend quasiment la moitié, il te reste sur les 8 000, il te reste 4 000, etc. Tu as les frais de vie en France, à la fin, bah oui, tu mets pas grand-chose de côté, malgré que tu Mm. génères beaucoup de chiffre d'affaires quand même, tu vois. Mm. Et les gens disent, ouais, mais c'est pas si bien, ou bon, des trucs comme ça. Et surtout, après, les gens ont tendance un peu à jalouser ou penser que c'est pas très moral, pas très bien. Est-ce que toi, personnellement, tu te sens à l'aise avec ça ou tu as encore ce petit truc de petite culpabilité qu'on essaye de te faire ressentir, j'imagine, assez souvent, enfin, je ne sais pas. Mm. Non, pas du tout. Moi, je me sens pas coupable de quoi que ce soit. J'ai quitté le pays. À partir du moment où je profite pas des bénéfices qu'on a en France,
bah, je vois pas où est le problème, quoi. J'ai décidé de quitter la France. Voilà, j'assume jusqu'au bout, quoi. Moi, je préfère un système comme Dubaï qu'un système comme la France. Après, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on a la chance d'être développeurs, de bien gagner notre vie. Voilà. Donc, on a ce privilège-là. Pour moi, dans ma vision, autant en profiter, autant vivre sa meilleure vie, quoi. Très clair, très clair, très clair. Et justement, donc ça fait venir aussi à une autre question, c'est que effectivement, pas très moral ceux qui voudraient le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu en as qui préfèrent pas payer trop d'impôts, aller ailleurs, mais en même temps, dès qu'ils ont une rage dedans, ils retournent tout de suite Mm, en France. mm. Et voilà, c'est vrai que c'est pas très cool. Et donc, il faut savoir aussi que quand tu es expatrié, que tu vas ailleurs, tu as quand même des avantages fiscaux, mais d'un autre côté, tu es 100%, tu te débrouilles. En fait, après, ça dépend du pays. Pour tout ce qui est frais scolaires, si tu as des enfants, c'est généralement hors de prix. Enfin, c'est relativement cher par rapport Ouais. à ce qu'on est habitué à avoir en France. Et notamment aussi la santé. Est-ce que tu as eu le temps? Alors, je sais qu'il faut quand même, souvent, c'est pas le genre de truc qu'on fait au début, on met un petit peu de temps, le temps de trouver une bonne assurance santé. Mais est-ce que tu t'es renseigné sur ces trucs-là? Ça peut intéresser un peu notre audience. Ça a un coût, j'imagine. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Ouais, en fait, quand j'ai fait mon process de visa, etc., il y avait l'assurance santé aussi. Donc, j'ai fait appel à un courtier. Donc, c'est aussi par rapport à l'agence que je suis passé pour le visa. Et du coup, je suis chez April International. Donc, c'est une assurance internationale. Donc, je suis couvert à Dubaï, en France ou pratiquement dans n'importe quel pays dans le monde. Et je paye 130 euros par mois. Et je suis très bien couvert. C'est-à-dire à l'hôpital pour mes yeux. J'ai des lentilles, j'ai des lunettes. Euh, je suis couvert. Je suis bien Oui, t'es couvert. couvert. C'est une bonne assurance pour 130 euros. Oui. Donc, On est sur des euh, sommes qui sont relativement voilà. correctes. Alors, c'est vrai qu'en France, on est habitué à ne quasiment rien payer. Ce qu'on croit, parce qu'en fait, c'est Ouais, payé c'est par les ça. impôts, par ton employeur ou des choses comme ça. Donc, on n'a pas ce truc. Mais quand tu es effectivement, quand tu es expat, faut être habitué à lâcher 130 euros. Pour moi, ça ne me paraît pas déconnant de payer 130 euros pour sa santé ou payer des frais scolaires, ce qui paraît tout à fait normal, quoi. Ouais, complètement. Ok, qu'est-ce que tu dirais qui manque en plus comme ça, des choses qu'on a l'impression comme ça qu'on a un peu naturellement en France, c'est-à-dire santé, éducation. Est-ce que tu rajouterais des choses comme ça à Dubaï, des choses auxquelles tu dois, toi en tant qu'expat, prendre en main, tu dois te prendre en main sur ces points-là, quoi. Moi, je pense que c'est difficile à partir du moment où tu as des enfants Mhm, parce que ça coûte très cher. Tout le monde me dit l'école, à partir du primaire, quoi, il faut payer l'école. C'est genre mhm, 10 000 euros, 10 000 euros l'année. Après, mhm. ça monte au fur et à mesure du temps. Donc, je pense que si vous avez des enfants, c'est très compliqué de vivre à Dubaï, à moins de vraiment gagner beaucoup d'argent, quoi. Ok, Mais en tant que célibataire ou même en couple sans enfant, si vous gagnez bien votre vie en tant que freelance développeur, c'est très bien, quoi. Vous vivez très bien. Et justement, on a cette image de Dubaï qui est extrêmement chère, etc. Alors non, ça c'est pas vrai. Bien sûr, tu peux vivre une vie luxueuse hyper chère. Moi, à titre d'exemple, je paye mon loyer 800 euros par mois et certes, c'est un studio, mais c'est un bâtiment qui est tout neuf, où il y a de la sécurité 24 sur 24, où il y a une salle de sport, où il y a une piscine, etc. à peu près dans quel Euh, coin, si ça m'intéresse, de quel coin de Dubaï? c'est Arjan. Donc, Arja. Arjan, c'est euh, c'est 15 à 20 minutes du centre-ville de Dubaï, quoi, en Et voiture. t'as quoi? T'as un métro, t'as quelque chose ou t'es Il assez. n'y a pas de métro, il y a pas de métro, il faut la voiture. D'accord. Mais Et voilà, comment donc tu te déplaces comment à Dubaï? Tu es en taxi, tu es en voiture? moi, je me déplace en taxi. J'ai pas de voiture. Pour le moment, le taxi, ça me revient moins cher que louer une voiture. Mhm. C'est Pour vrai que louer c'est une cher, voiture, les Lamborghini, ça coûte un bras. Ouais. pour louer une voiture, il faut compter 350, 400 euros par mois. Et en fait, Mhm. moi, en taxi, je dépense moins que ça, quoi. Ouais, et puis j'imagine que tu Donc, as des sortes de Uber ou des trucs assez faciles d'utilisation. Tac, tac, tu as une application, ils viennent ou des trucs comme ça, non? ouais, c'est hyper facile.
il y a des taxis de partout. Et en fait, il y a une application qui s'appelle Carim. Et dans cette application, on gère tout. On peut réserver un taxi et le taxi. Typiquement, moi, quand je veux sortir de chez moi, je me prépare. Avant d'ouvrir ma porte, je prends mon téléphone, je réserve le taxi en un clic. Je descends de mon bâtiment et le taxi, il est devant ma porte, quoi. Cool. C'est Cool. c'est, Top. c'est une vie qui est incroyable ici. Génial. Et est-ce Voilà. que tu as pu justement commencer à rencontrer, te faire un réseau, rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce que, je sais pas, il y a des événements, des choses comme ça? Tu t'arrives à réseauter un petit peu ou comment ça marche? Ouais, ouais, pour le réseau, franchement, c'est trop bien. J'utilise l'application Meetup. Je sais pas si tu connais Meetup. Ouais, Meetup, ouais. Et en fait, il y a régulièrement des événements professionnels qui sont organisés où, en gros, ils réservent des endroits dans des hôtels où tu vas, tu rejoins un groupe d'entrepreneurs. Typiquement, le premier client que j'ai trouvé ici, c'est c'est dans un meet-up tech entrepreneur, ça s'appelle. Et Mhm. le host de cet événement-là, il avait une équipe qui faisait des applications dans l'astrologie développées en Xamarin. Et donc, quand il a su que j'étais développeur Xamarin, il a dit, ah, ben, tu peux m'aider, j'ai besoin de quelqu'un pour mon équipe, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client ici. Donc, donc c'est assez facile de développer son réseau ici par rapport à d'autres destinations. Vraiment, il y a des événements tout le temps, quoi. C'est Super. super pour ça. Et ton client, maintenant, donc, ça fait combien de temps que tu travailles avec ton client? C'est un client qui est situé où en France, tu m'avais dit, non, il me semble, ou je sais plus si on en a parlé. Et comment ça se passe? Ça se passe bien? Alors, le client, c'est un petit client, donc c'est pas ouf. Euh, En fait, il est basé à Dubaï, lui. Il a Mhm. son équipe de 2 développeurs qui sont basés en Inde Mhm. et il avait besoin de quelqu'un pour maintenir ses applis, pour coacher aussi ses équipes. Et donc, c'est du part-time. Donc, je faisais du 20 heures par semaine, euh, payé à $20 de l'heure. Donc, c'est pas énorme. Et ensuite, euh, aujourd'hui, j'interviens pas tous les jours, quoi. J'interviens de temps en temps. Donc, c'est juste, c'est un petit client qui avait un petit besoin, quoi. D'accord. C'est pas, Et donc, mais bon, là, tu es toujours en recherche d'un client un peu plus ouais, gros, peut-être? ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai quelques pistes pour des clients plus gros. Donc, ça s'est pas encore concrétisé, mais je suis en piste, quoi. Super. Super. Est-ce que tu te sens confiant pour l'avenir? Oui, oui, Parce que il c'est n'y a vrai pas de raison. qu'en France, on a toujours cette peur, les retraites, les machins, c'est difficile et tout ça, et tout ça. Est-ce que tu es expatrié maintenant? Comment tu te sens? Tu te sens voilà, confiant, c'est ça? Oui, bien sûr. Le plus difficile, toujours, c'est de trouver son premier client. Là, le fait d'être à Dubaï, ben, j'avais plein de, j'avais plein de clients potentiels en France, mais en France, ils n'acceptent pas que tu sois à l'étranger, que tu travailles depuis l'étranger, etc. C'est très compliqué. Et je pense que ça dépend des technos, parce que je vois qu'il y a des technos qui sont très ouverts au remote, donc je pense que ça dépend. Mhm. Mais voilà, une fois que tu as trouvé, le plus dur, c'est le début, quoi. C'est comme tout, quoi. Cool. Mais Est-ce que sinon, tu aurais un petit conseil pour les personnes qui voudraient ou qui sont comme toi à l'époque, là, qui voudraient s'expatrier et qui hésiteraient encore? Est-ce que c'est quoi le conseil principal que tu leur donnerais? alors, il faut bien prévoir son coût. Il ne faut pas partir comme ça. Ça coûte de l'argent, quoi. Donc, il Mhm. faut bien prévoir. Ça se fait, comme tu as dit, c'est pas ça se fait en plusieurs étapes, quoi. Donc, faut bien réfléchir, faut avoir sa stratégie. Et voilà. Ok. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, que vous êtes prêt, allez-y, foncez. Ça va bien se passer, quoi. Super, super. Et comme tu es aussi, et je voulais revenir sur le fait que tu as été le premier client du système freelance, et je voudrais te poser une petite question par rapport à ça. Je veux dire, dans quelle mesure le système freelance, en fait, il t'a aidé à devenir développeur freelance, un peu, pas dire nomade, mais expatrié? Est-ce que tu as des choses concrètes qui t'ont aidé?
Alors, ça m'a aidé à me lancer, quoi. C'est-à-dire que Démarrer. quand j'ai pris la formation, j'étais encore en CDI. Et donc, ça m'a permis d'avoir une confiance, de me dire, OK, c'est possible, il y a des gens qui le font, ça fonctionne. Et ça m'a permis d'être rassuré et de voir comment ça fonctionne concrètement, quoi. Comment optimiser son profil LinkedIn, par exemple, comment trouver ses premiers clients. Donc, tout ça, c'est des choses qui m'ont aidé à me lancer, quoi. Super. Et dans quelle mesure tu recommanderais le programme? Est-ce que tu le recommandes et dans quelle mesure est-ce que tu as enfin, est-ce que tu le recommanderais en fait à d'autres personnes qui voudraient devenir freelance, se lancer, qui Ouais, hésiteraient? Ah ouais, complètement. Franchement, n'hésitez pas, prenez la formation. Ça va clairement vous aider. Moi-même, pendant que j'étais en mission, je regardais quelques vidéos encore parce que ça t'aide tout le temps, quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je veux dire, vous n'allez pas trouver les mêmes informations sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. Là, vous avez toutes les informations réunies. Donc, c'est hyper facile, quoi. Pour vous, ça va vraiment vous aider. Et est-ce que, c'est vrai que tu l'as vu, tu sais que c'est une formation quand même qui est très orientée développeur, hein, on le voit, enfin développeur ou Ouais. IT en général, ça marche aussi pour les admin système ou d'autres, mais c'est quand même lié à l'IT, au dev, etc. Mm. Est-ce que toi, cet aspect très orienté dev, ça a été un plus ou pas, enfin, des informations plus génériques, ça aurait pu t'aider ou tu as senti que ça, voilà, quand même que c'est un marché particulier et que ça faisait quand même la différence? Ouais, tu fais bien de le dire parce qu'en fait, pour moi, la plus-value de ta formation, c'est vraiment ça. C'est le fait que tu sois spécialisé dans le développeur, dans le monde de l'IT en général. Parce que, en fait, sur Internet, tu vas trouver des informations, mais c'est trop global, quoi. C'est trop global au freelancing. Et l'informatique, c'est vraiment un secteur particulier, quoi. Et voilà, c'est la seule formation qui est vraiment spécialisée pour les devs. Effectivement, c'est vraiment la plus-value de la formation, quoi. Ben écoute, Brian, on arrive bientôt presque à 1 heure. C'est passé Ouais, relativement vite. J'avais plein d'autres questions encore à te poser, mais bon, peut-être qu'on se refera une deuxième session quand tu auras fait avec une plaisir. année, voilà, qu'on aura peut-être d'autres choses à se dire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir dans cette interview. Je suis vraiment touché que tu sois le premier client et que bah, de voir, voilà, tu as réussi, tu es à Dubaï, tu vis, tu avais envie de ça, tu avais rêvé de ça. Il y a très peu de gens qui osent le faire. Toi, tu as réussi à le faire, tu as réussi à le faire. Euh, J'espère que j'aurai pu contribuer modestement à ta réussite, parce que le gros du boulot, c'est quand même toi qui l'as fait, hein, de passer à l'action, c'est surtout les gens de le faire. Tu l'as fait, Mm. félicitations à toi. J'espère que cette interview pourra aider des gens qui hésitent à passer le pas, voilà, à passer freelance, à s'expatrier. Personnellement, bah, moi aussi, je suis expatrié. Je ne regrette en aucun cas cette vie-là. Je vis ma meilleure vie. Peut-être que toi aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, n'ayez pas peur. Faites comme Brian, préparez votre expatriation, prenez le temps, ne rushez pas, ça se fait tranquillou. Mais au bout d'un moment, voilà, Brian, il a mis du temps. Je pense que tu as mis un peu de temps. C'est OK, prenez le temps, faites les choses tranquillement et au bout du bout, bah, vous ferez comme Brian. En tout cas, merci Mm. Brian, ça m'a fait plaisir de t'interviewer et bah, je te dis à bientôt. Écoute, merci à toi, Mike. C'était super de partager mon expérience. Et merci à toi pour la formation. C'est toi qui m'a aidé à me lancer. C'est super important. Bah, Voilà. merci à toi, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Alors, si comme Brian, tu as envie de te lancer dans l'aventure du freelancing, si tu as envie de quitter ton job de développeur salarié, que tu as envie, tu sais pas trop par où commencer un petit peu comme Brian au début, eh bien, sache que cette semaine, je réouvre les portes du système freelance, donc le programme que Brian a suivi. Qui lui a permis justement de décrocher ses premières missions, d'avoir son premier client en régie, de commencer à bien gagner sa vie pour enfin pouvoir réussir son expatriation, de pouvoir voilà, savoir facturer, créer un réseau, etc. Si tu souhaites aussi rejoindre l'aventure, si tu veux rejoindre ce programme, eh bien sache que les inscriptions se terminent dimanche. Donc tu peux regarder, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.